Bonsoir à tous, bienvenue, le sommet de cette session d'information. C'est une institution chargée de garantir en toutes circonstances les droits de l'homme. La Commission béninoise des droits de l'homme est devenue un pilier de l'état de droit et de protection des droits humains. Dans cette édition, nous irons à la découverte de la CBDH. Les menstruations, phénomène caractérisé par un écoulement sanguin périodique appelé règles, peuvent être source de gêne. Elles ne permettent pas aux filles de suivre convenablement les cours. Hygiène menstruelle et maintien des filles à l'école, on en parle. On parlera aussi de ce trouble hémorragique qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler correctement. L'hémophilie, qu'est-ce que c'est? La réponse dans ce journal. Le 10 décembre de chaque année, des militants pour la cause animale participent à la Journée internationale des droits des animaux dans le but de dénoncer l'hypocrisie qui consiste à ne pas reconnaître les droits fondamentaux des animaux. Aujourd'hui, la protection des animaux est devenue un véritable enjeu de société, une préoccupation croissante en faveur des animaux, des êtres qui ne méritent pas d'être maltraités, torturés, tués, comme par exemple dans certains laboratoires de recherche. Le monde animal mérite aussi le respect de l'homme. Le 10 décembre est également la date de célébration des droits de l'homme. Oui, au lendemain de la guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a décidé d'élaborer un test sur les droits communs à toutes et à tous. Un test qui protège tous les êtres humains contre toutes les discriminations. Le 10 décembre 1948 était alors adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au Bénin, une institution est chargée de veiller au bon respect des droits de l'homme. C'est la Commission béninoise des droits de l'homme. Comment fonctionne cette commission et quelle est sa mission? Découverte avec Ulvaïus Balogun. Vous êtes-vous déjà demandé qui veille au respect des droits de l'homme au Bénin? L'institution dont c'est le rôle est la Commission béninoise des droits de l'homme. Totalement indépendante, elle œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme. L'État béninois nous a confié la mission de protéger les droits de l'homme. La protection s'entendant comme la prévention. Prévenir que la violation survienne et si elle survenait, travailler à ce que la victime ait droit à la justice et obtienne réparation. Composée de 11 membres, cette commission a pour fondement la résolution 48-134 des Nations Unies relative aux principes concernant le statut des institutions nationales. C'est sur la base de ces principes que vous passez ce que nous appelons l'accréditation à un statut A ou B. L'intérêt réside dans le fait que vous pouvez participer pleinement en tant que membre à l'Assemblée mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Vous pouvez avoir le droit de vote, vous pouvez prétendre à occuper des postes dans ces institutions. La Commission agit donc en veille sur les questions de droits humains et contrôle les engagements du Bénin dans le monde. Notre particularité en tant que Commission, c'est que nous avons un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics peuvent nous demander de leur donner des avis et de leur faire des recommandations sur toute question touchant aux droits de l'homme. Nous veillons aussi à ce que les obligations internationales découlant des différentes conventions ratifiées par le Bénin soient effectivement mises en application, mises en œuvre sur le terrain. Si connaître les droits humains est indispensable pour pouvoir les défendre, la Commission béninoise des droits de l'homme peut être saisie par n'importe quel Béninois qui se sent lésé dans ses droits. La loi précise qu'on peut nous saisir par tout moyen. À l'aide du numérique, vous pouvez nous saisir par SMS, vous pouvez nous saisir par WhatsApp, vous pouvez nous saisir par Facebook. Mais après cela, vous devez formaliser votre plainte. Et là, la loi précise que vous devez nous saisir par écrit ou verbalement ou tout autre moyen utile permettant de fixer les éléments formels et substantiels de votre requête.
Elle sert donc de médiateur entre le citoyen et les pouvoirs publics. En son sein siègent toutes les couches socio-professionnelles du Bénin. On reste dans le domaine des droits humains. Faire de l'égalité entre les sexes une réalité d'ici 2030, tel est l'un des objectifs de développement durable fixés par la communauté internationale. Cependant, les menstrues permettent-elles aux filles de suivre convenablement les cours? Aïchatou Salifou nous répond non. Cet activiste défenseur des droits des femmes propose des solutions pour pallier ce phénomène et permettre aux filles d'éviter l'absentéisme. On l'écoute au micro de Rodrigue Bababito. Dans les écoles, les conditions ne sont pas favorables aux jeunes filles pour leur permettre d'adopter une bonne hygiène menstruelle. Du coup, parce qu'il y a les toilettes d'abord qui ne sont pas adaptées à leurs besoins, il y a les toilettes qui sont sales, il y a le fait qu'elles n'arrivent pas à changer les serviettes quand elles sont en menstrues, alors que généralement on doit la changer au moins 3 fois par jour. Donc du coup, il y a déjà le décalage de midi qui est là. Il y a aussi des filles qui n'ont pas assez à de l'eau potable, qui fait qu'elles n'adoptent pas une bonne hygiène menstruelle. Il y a des filles qui ne supportent vraiment pas ces conditions-là quand elles sont en menstrues, ou il y en a qui n'aiment pas rester dans cet état-là. Du coup, il est préférable de rester à la maison pendant les 5 jours quand on est en menstrues. Donc, vous imaginez 5 jours, ça peut avoir une répercussion sur le rendu scolaire qui fera que les filles vont abandonner à la suite. Je dis aux gouvernants, aux parties prenantes, aux associations de vraiment militer pour que les filles puissent avoir accès aux moyens de protection sanitaire quand elles sont en menstrues. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lutter pour l'accès à une éducation inclusive pour les filles. Mais selon l'UNICEF, une fille sur 10 manque les cours quand elles sont en menstrues. Donc vous imaginez, nous en sommes à une fille aujourd'hui. À combien serions-nous demain? Donc du coup, le gouvernement peut installer des produits sanitaires dans les écoles et des toilettes qui sont adaptées aux besoins des filles. Les toilettes adaptées aux besoins des filles veut dire avoir accès à de l'eau et du savon, pouvoir se nettoyer quand elles sont en menstrues. Créer peut-être au sein de chaque école une petite association de jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, pour prendre soin de ces toilettes-là et ainsi inculquer les valeurs de citoyenneté déjà à ces jeunes-là. On parle santé à présent. C'est une maladie hémorragique génétique qui empêche la coagulation du sang, entraînant des saignements anormalement longs en cas de blessure et parfois en l'absence de blessure. Cette pathologie est appelée hémophilie. Elle est une mutation génétique qui entraîne le manque ou l'absence de protéines coagulantes empêchant la formation d'un caillot assez solide pour arrêter l'hémorragie. L'hémophilie, une maladie rare mais fatale. Amandine Aniaboussou. C'est une maladie rare, très rare. Dans le monde, seulement une personne sur 1000 en souffre. L'hémophilie est une pathologie du sang héréditaire presque inconnue mais pouvant être fatale. L'hémophilie est une maladie héréditaire caractérisée par un déficit congénital en facteur de coagulation 8, c'est-à-dire le facteur anti-hémophilique A ou le facteur 9, qu'on appelle encore facteur anti-hémophilique. Après une circoncision, chez un enfant hémophile, il y aura des saignements. Ou lorsque l'enfant tombe, on a souvent un enfant qui saigne de façon beaucoup plus prolongée. Plus souvent, les saignements surviennent au niveau des articulations. On parlera d'hématose en médecine. Ou au niveau des muscles, on parlera d'hématome. Le Bénin fait aujourd'hui partie des pays où l'on compte de plus en plus d'hémophiles. L'hémophilie, ce n'est pas que l'affaire de quelques médecins et de quelques parents. Et le nombre aujourd'hui au Bénin est estimé à plus de 1500 personnes atteintes. Ce sont des enfants fragiles. Quand vous les touchez, ils saignent. À n'importe quelle chose, ils saignent. Le facteur commun est l'écoulement sans arrêt du sang. Cependant, la maladie se manifeste de diverses manières. Cela diffère d'un patient à un autre. J'ai eu des problèmes aux genoux surtout. J'ai eu beaucoup de problèmes aux genoux. Vu que je suis artiste, souvent pour les scènes, je ne peux pas forcément faire le nombre d'heures que tout le monde. C'est une maladie avec laquelle je vis au quotidien. C'est un mal avec lequel je suis né, donc je fais avec. C'est un peu difficile quand tu es hémophile. Tu n'es pas comme les autres. Tu as un déficit déjà héréditaire. Donc tu essaies en fait de rentrer dans la masse, d'être normal, je vais dire. L'hémophilie ne se guérit pas, mais les traitements permettent de la contrôler, quand bien même il s'avère contraignant.
Je prends mes plasmas souvent quand j'ai une petite douleur, mais il y a des traitements un peu plus rigoureux qu'il faudrait suivre. Donc c'est un peu difficile côté prise en charge parce que c'est d'énormes dépenses. Le jour où on m'a annoncé que mon enfant était hémophile, c'était comme si le ciel était tombé sur ma tête. On vous informe que votre enfant a une maladie, automatiquement on vous dit que le traitement n'existe pas au Bénin. Donc du coup, vous vous dites qu'un beau jour, vous avez des surprises désagréables. Mais pourquoi ne pas mener une bataille si les autres pays qui sont à côté bénéficient d'une certaine facilité pour faire mieux vivre ces personnes-là? Ça qui m'a motivé. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons une lueur d'espoir au Bénin. Une lueur d'espoir qui peut permettre aujourd'hui aux patients de profiter de la vie. Une éducation thérapeutique et plusieurs traitements adaptés permettent aujourd'hui aux patients de vivre au quotidien avec la maladie. D'autres informations ont marqué l'actualité au plan national ces dernières 48 heures au Bénin. Amandine Aliambossou nous propose La Nation en bref de ce vendredi. Le Bénin se dote d'un nouveau code général des impôts pour une fiscalité plus attractive. Le document a été adopté par les députés. Le nouveau code concentre dans un document unique et moderne la multitude de tests qui régissent la fiscalité béninoise. Il intègre pour la première fois dans l'histoire fiscale du Bénin le livre des procédures fiscales qui consacre désormais une séparation nette entre les règles d'assiette et les procédures fiscales. Les nouvelles règles de procédure préconisées assurent non seulement la transparence, la célérité, mais aussi la protection du contribuable. Par ce nouveau document, le gouvernement vise à instituer une fiscalité de développement au service des citoyens. Les travaux de protection côtière transfrontalière Bénin-Togo démarrent. Les gouvernements béninois et togolais matérialisent leur volonté de protéger cette partie de leur côte. Les deux parties ont signé les contrats d'exécution des ouvrages à réaliser. Cet acte marque le démarrage opérationnel des réalisations estimées à plus de 41 milliards de francs CFA. Le contrôle et la surveillance des travaux coûtent plus de 1,3 milliard de francs CFA. Le Bénin et le Togo possèdent un littoral long de 180 km, dont 125 km au Bénin, caractérisé par une dynamique très sensible aux perturbations. Ce littoral connaît l'un des plus forts taux d'érosion côtière dans le golfe de Guinée et en Afrique de l'Ouest et est aussi sujet aux inondations et à la dégradation des écosystèmes. Le Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotokou Manga de Cotonou sera renforcé sous peu en équipements médicaux. Le Conseil des ministres a autorisé l'acquisition et l'installation d'un scanner 69 barrettes sur 128 coupes avec option cardio. Cet équipement de génération récente est destiné à optimiser les prestations de l'hôpital et lui permettre d'assurer certains examens spécifiques liés au cœur en l'occurrence. L'équipement vient combler les attentes des patients. Et il faut souligner que depuis 2016, le gouvernement s'est inscrit dans une logique d'amélioration de la qualité de soins de santé. En dehors des hôpitaux modernes en construction, de nombreux équipements sont acquis au profit des formations sanitaires pour une meilleure prise en charge des patients. Direction la Tunisie, où les établissements d'enseignement supérieur de ce pays ont rejoint la liste des universités africaines demandant aux étudiants de se faire vacciner contre la Covid-19 avant d'assister aux cours et aux examens. Les autorités du pays ont fait savoir que cette décision a pour but de limiter la propagation du virus dans les établissements afin de prévenir la circulation du variant Omicron. La Tunisie n'est pas le premier pays africain à exiger la vaccination aux étudiants. En novembre dernier, l'Égypte a exigé aux étudiants de se faire vacciner pour pouvoir passer les examens de fin d'année. L'Algérie et la Libye ont également instauré la vaccination du personnel universitaire et des enseignants. Fin de cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.